Et c'est parti à présent pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France, comme tous les jours en compagnie de Christophe Dard. Et nous vous proposons notre troisième et dernier volet consacré aux Justes parmi les nations. Titre décerné à plus de 4100 personnes en France, et certaines actions ont été menées en lien avec des associations juives. De plus, 139 communes sont membres du réseau Villes et Villages des Justes de France, créé en 2010 par le Comité français pour Yad Vashem. Parmi elles, nous avons parlé du Chambon-sur-Lignon en Auvergne et de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Et on va évoquer à présent, Christophe, la commune de Dieulefit dans la Drôme. Pendant la Shoah, cette ville, qui ne compte que 2500 habitants, va accueillir en effet 1 millier de réfugiés, dont beaucoup de Juifs. Et oui, c'est pas évidemment la plus connue des trois, cette commune de la Drôme, et ce qui signifie du coup, effectivement, par rapport à ces chiffres que vous donnez, eh bien que la plupart des habitants de ce village, situé donc à 60 km du massif du Vercors, ont ouvert leurs portes aux Juifs menacés, et de manière plus générale, en fait, à toutes celles et ceux qui sont en danger sous l'occupation. Là encore, comme au Chambon-sur-Lignon, eh bien cela s'inscrit dans la tradition d'accueil, une tradition d'accueil qui remonte au XVIIe siècle, car les protestants ont été persécutés après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, et à Dieulefit, justement fief protestant, ils ont été protégés par la population. Il en est donc de même pour les Juifs et les victimes du totalitarisme 2 siècles et demi plus tard. Les Italiens qui fuient le fascisme et les républicains qui échappent à la guerre d'Espagne et au franquisme arrivent aussi à Dieulefit au cours des années 1930. De nombreux réfugiés venant du Nord et de l'Alsace arrivent à Dieulefit lors de l'invasion allemande en 1940, et un comité d'accueil est créé par la mairie pour les accueillir. À l'automne 40, le maire refuse l'allégeance au maréchal Pétain, qui a pourtant reçu les pleins pouvoirs, et il démissionne. Il est remplacé par un certain colonel Pizot, dont les idées pétainistes sont plus en phase avec la période. Cela n'empêche pas Dieulefit de conserver sa tradition de terre d'accueil grâce à ses habitants. On peut citer notamment 3 directrices d'un établissement scolaire créé quelques années plus tôt, l'école de Beauvallon, dont le projet est d'appliquer des méthodes nouvelles d'éducation pour les élèves en difficulté. Surnommés par les habitants les fées de Beauvallon, Marguerite Soubéran, Catherine Kraft et Simone Monnier vont sauver des Juifs. Pendant les vacances de l'été 1941, l'école de Beauvallon va héberger en fait 8 Juifs qui sont envoyés par l'œuvre de secours aux enfants à Lausée, venant d'une école située en Auvergne. Ce sont les tout premiers, et je cite d'ailleurs l'historien Bernard Delpal. Il raconte au site Slate en 2015. Quand il n'y avait plus d'épinards, les enfants allaient cueillir des orties dans la forêt, et parce que les nombreux enfants avaient tout le temps besoin de nouvelles chaussures, mais qu'il n'y en avait plus, Marguerite a annoncé que tout le monde ne porterait plus de chaussures. De février à novembre, les fées, les professeurs et les élèves étaient pieds nus. Marguerite Soubéran s'est donc démenée pour cacher des Juifs à Dieulefit, et c'est elle d'ailleurs qui contacte la jeune secrétaire du maire pétainiste Jeanne Barnier. Cette dernière distribue plus de tickets de rationnement que le village ne compte d'habitants et produit à la chaîne des faux papiers d'identité. Exact, je cite à nouveau justement l'historien Bernard Delpal. Avec le temps, Jeanne Barnier était de plus en plus professionnelle. Elle commençait à veiller à ce que les initiales restent les mêmes, afin d'éviter qu'une broderie, par exemple sur un mouchoir, ne démasque l'imposture. Elle choisissait des villes dont les registres avaient été détruits pendant la guerre comme lieu de naissance, de manière à ce que personne ne puisse vérifier si les papiers d'identité avaient bien été délivrés à cet endroit-là. Évidemment, cela paraît peu probable, il y en a que le maire n'était pas au courant des agissements de sa secrétaire, surtout dans une petite commune comme celle-ci. Les protestants se mobilisent, mais les catholiques aussi. L'école catholique de la Roseraie accueille dès novembre 1940 des Juifs révoqués de l'enseignement. En 1942, la CIMAD, le comité intermouvement auprès des évacués, s'établit dans la Drôme. De Valence, elle dirige les Juifs vers de nombreux points d'accueil, notamment à Dieulefit. Alors que des Juifs sont cachés à Dieulefit, le village de la Drôme provençale abrite aussi des intellectuels pourchassés par la Gestapo et les nazis. Toujours cette tradition d'accueil. Ainsi, le poète Louis Aragon se cache à Dieulefit aux côtés de sa compagne Elsa Triolet. C'est le cas aussi d'un autre poète, René Char, du philosophe Emmanuel Mounier, ou bien d'écrivains comme la femme d'André Malraux, Clara Malraux, qui est juive, ou aussi de l'avocat Léon Maurice Nordman, qui sera d'ailleurs exécuté par les nazis début 1942, ou bien encore de l'historien Pierre Vidal-Naquet, qui dira que lorsque ses parents ont été déportés, il a été protégé par une famille protestante à Dieulefit. À noter que comme au Chambon-sur-Lignon ou à Moissac, la menace des rafles reste importante à Dieulefit. Le 26 août 1942, jour de la grande rafle en zone dite libre, alors que Marguerite Soubéran est absente du village, 3 enfants juifs de la maison de Beauvallon sont
sont enlevés par les gendarmes. À son retour, Marguerite Soubeyran se rend avec Simone Monnier à Crest, c'est pas loin de Dieulefit, où sont parqués dans un camp tous les juifs étrangers raflés. Les deux femmes veulent libérer les enfants et retrouvent au milieu des autres ceux de Dieulefit, un comité formé par des membres de l'œuvre de secours aux enfants, l'OSE, mais aussi de Georges Garel. On parlera d'ailleurs plus tard de ce personnage très important, mais aussi des éclaireurs israélites de France et aussi de l'amitié chrétienne et du chef du service social des étrangers. Eh bien, fait tout, ils font tout, ils montent ce comité pour sauver les enfants juifs et du coup réussissent à falsifier les listes avec les noms envoyés depuis le camp. Et ainsi, une cinquantaine d'enfants sont libérés, dont ceux de l'école de Dieulefit. Au début de l'année 1943, alors que Dieulefit fait partie de la zone d'occupation italienne, Marguerite Soubeyran et Jeanne Barnier aident les réfractaires au service de travail obligatoire, le fameux STO, à partir dans le maquis avec de faux papiers. Lorsque Dieulefit intègre la zone d'occupation allemande à partir de septembre 1943, la menace des rafles est plus vive que jamais, même si le détachement allemand le plus proche est à Montélimar à 27 km. Et oui, la menace des rafles à partir de l'année 43, comme d'ailleurs au Chambon ou comme encore à Dieulefit. Alors évidemment, il faut s'arranger pour que les enfants puissent être éventuellement évacués. Et l'inspecteur du commissariat général aux questions juives va d'ailleurs mener sa petite enquête sur ce qu'on appelle la colonie juive de Dieulefit. On est là en janvier 1944 et il conclut alors qu'il n'existe plus qu'un seul juif à Dieulefit, je cite, en règle avec les lois et qui ne se livre à aucune activité suspecte. Il ajoute, la colonie juive qui existait au début de 1943 s'est volatilisée par peur des autorités d'occupation. L'inspecteur sait seulement que les juifs invisibles ont des faux papiers qui ont été créés dans ce bourg. Comme dans la plupart des villes et des villages de Juste, les habitants sont restés discrets sur ces terrorismes et du coup, seuls 9 résidents de Dieulefit, tous décédés depuis, se sont vus décerner le titre de Juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem, dont Marguerite Soubeyran et Jeanne Barnier. C'est évidemment bien la moindre des choses. D'ailleurs, vous remarquerez l'élégance de ces personnes, Ilana, c'est que non seulement ils sont héroïques, mais en plus ils ne s'en vantent pas, ils ne disent rien. C'est ça aussi la grande classe. Cela dit, souvent, effectivement, les plus modestes sont ceux qui en font le plus. 7 d'entre eux ont leur nom sur le mur des Justes au mémorial de la Shoah à Paris. En octobre 2014, un mémorial dédié à la résistance civile a été inauguré à Dieulefit. Alors malheureusement, on ne peut pas évoquer toutes les actions des Justes par manque de temps, mais pour finir, on peut dire un mot quand même de Saint-Martin-Vésubie dans les Alpes-Maritimes, dont on a récemment parlé d'ailleurs dans l'actualité. Au printemps 1943, près d'1 millier de Juifs étrangers convergent dans ce petit village de l'arrière-pays niçois, où les autorités d'occupation italienne les assignent à résidence. Ce sont pour la plupart des Juifs d'Europe centrale et orientale, logés dans une douzaine d'hôtels réquisitionnés par les autorités d'occupation, et leur hébergement est financé par le centre d'accueil de Nice, dont les fonds proviennent de l'American Jewish Committee. Lorsque le 9 septembre 1943, l'armée allemande occupe la zone d'occupation italienne, 350 puis 650 Juifs prennent, comme les soldats italiens d'ailleurs, la direction de 2 cols, ceux de la Cerise et de Fenestre, pour fuir dans des conditions difficiles avec baluchons et enfants sur des sentiers rocailleux bordés de ravins. Et les survivants de ce périple d'ailleurs compareront, Ilana, cette marche à celle des enfants d'Israël lorsqu'ils quittent la terre d'Égypte. Environ 350 des Juifs de Saint-Martin-Vésubie seront arrêtés puis déportés à Auschwitz, où la plupart seront assassinés. 10 habitants de Saint-Martin-Vésubie ont été reconnus à ce jour juste parmi les nations. Merci beaucoup Christophe pour cet épisode de l'histoire des Juifs de France, et nous avons bien sûr hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro.